Elle s'était forcée d'épouser un millionnaire, mais la nuit de noces, elle a découvert un choc. Camille Lefebvre observait son reflet dans le miroir de la grande chambre haussmannienne, son corsage ivoire parfaitement ajusté sur sa silhouette, son regard perdu entre les dentelles et les perles. À 34 ans, elle aurait dû être heureuse. Architecte reconnue, indépendante, passionnée, elle avait bâti sa vie à Paris, avec une détermination inébranlable. Mais en cette journée censée être la plus belle de sa vie, Camille ressentait seulement un profond malaise, un vertige que ni le luxe de l'hôtel particulier, ni les sourires forcés de sa famille ne parvenaient à dissiper. Julien Moreau. Le nom seul suffisait à déclencher une vague de crispation dans sa gorge. 39 ans, homme d'affaires mystérieux, discret, mais omniprésent dans les cercles les plus puissants de la capitale. Elle ne le connaissait presque pas, et pourtant elle allait l'épouser dans quelques heures. Un mariage décidé non par amour, mais par un pacte silencieux entre familles, scellé par des intérêts et des dettes que Camille n'avait pas su éviter. Son père, avant sa mort, lui avait murmuré que tout irait bien, qu'elle comprendrait plus tard. Mais Camille n'avait jamais accepté cette idée d'être offerte à un homme comme une solution. Elle avait Étienne, qu'elle aimait depuis 3 ans. Il rêvait de s'installer à Lisbonne, de rénover des maisons anciennes au bord du Tage, de vivre de leur art et de leur amour. Mais tout avait changé en quelques semaines. Les appels de sa mère étaient devenus pressants, les regards insistants, les silences lourds de sous-entendus. Puis le nom de Julien avait été prononcé. Et ensuite, plus de retour en arrière possible. Elle avait résisté, pleuré, supplié, Étienne aussi. Mais Julien avait été inébranlable. Il avait, d'une manière que Camille ne comprenait toujours pas, convaincu sa famille que ce mariage devait avoir lieu. Il avait même fait des promesses à sa mère, que Camille serait traitée avec respect, qu'elle garderait sa liberté. Des mots vides à ses yeux. Elle avait l'impression d'être une pièce sur un échiquier, sacrifiée pour une victoire qu'elle ne désirait pas. Dans l'église du 8e arrondissement, sous les dorures et les chandeliers, Camille avait prononcé les mots fatidiques sans regarder Julien. Il était là, impeccable dans son costume noir, les traits impassibles, la voix posée. Un homme difficile à lire. Elle ne savait pas s'il ressentait quoi que ce soit, s'il se réjouissait ou s'il jouait simplement un rôle dans une pièce qu'il avait lui-même écrite. Après la cérémonie, les invités avaient été conduits vers une réception extravagante, un ballet de politesse et de toasts creux. Camille avait souri mécaniquement, répondu aux félicitations, accepté les embrassades, tout en sentant son cœur s'éteindre lentement. Elle était devenue épouse sans avoir choisi, sans avoir compris pourquoi. Et maintenant, la voilà dans la voiture noire qui l'emmène vers la Bourgogne, vers le château Moreau, résidence ancestrale de la famille de Julien. Un lieu dont elle ignorait tout, sinon qu'il était isolé, immense, chargé d'histoire. Elle fixait le paysage défilé par la fenêtre, les collines se fondant dans le ciel de fin d'après-midi, tandis que Julien, assis à côté d'elle, restait silencieux, comme toujours. Il n'avait pas cherché à lui parler depuis l'échange de vœux. Pas un mot, pas un regard de trop. Ce silence, pourtant, n'apaisait pas Camille. Il la rendait folle. Elle tentait de deviner ses intentions. Était-ce de la cruauté pure? Un caprice d'homme riche habitué à obtenir ce qu'il veut? Ou bien y avait-il autre chose, quelque chose de plus profond, de plus tordu peut-être? Elle l'avait entendu dire lors d'un dîner que le mariage était pour lui une alliance, pas un jeu de sentiments. Mais alors, pourquoi elle? Pourquoi l'avoir choisie, elle, précisément? Ils arrivèrent devant le château au crépuscule. La bâtisse imposante se dressait au sommet d'une colline entourée de forêts denses. Les murs de pierre blanche rosissaient sous la lumière du soir, et une brume légère s'élevait des jardins. Camille descendit de la voiture, glacée par l'air humide et par l'angoisse. Une gouvernante les accueillit, droite comme une statue, puis les guida à l'intérieur, où le bois ancien, les tapisseries et les portraits d'ancêtres semblaient l'écraser sous leur poids. Julien indiqua d'un geste sobre le grand escalier. « La chambre est à l'étage, repose-toi. » Il monta sans attendre de réponse. Camille le suivit à distance, le cœur battant. La chambre nuptiale était vaste, décorée avec une élégance surannée. 2 fauteuils près de la cheminée, un lit à baldaquin, des rideaux de velours grenat. Elle se tenait là, figée, en imaginant ce qui l'attendait. Son corps se tendit. Elle savait ce que cette nuit représentait traditionnellement. Et elle redoutait chaque seconde à venir.
Mais elle ignorait encore que cette nuit marquerait le début d'un mystère bien plus grand que tout ce qu'elle aurait pu imaginer. La porte de la chambre se referma doucement derrière Camille, laissant un bruissement discret dans l'air épais. La gouvernante avait préparé la pièce avec une précision presque militaire. Les rideaux étaient tirés, le feu dans la cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs et un léger parfum de lavande flottait dans l'air. Elle se tenait au centre de la chambre, les épaules tendues, les doigts crispés sur la fermeture de son manteau. Le silence régnait, seulement perturbé par le crépitement des bûches. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Malgré la fatigue accumulée par les émotions de la journée, elle restait alerte, chaque nerf prêt à réagir. Son regard glissa vers le lit immense, impeccablement préparé, au drap blanc tendu avec une telle rigueur qu'il semblait ne jamais avoir été utilisé. L'idée même d'y partager la nuit avec Julien la faisait frissonner. Non pas de désir, mais d'inquiétude. Elle ne l'aimait pas. Pire, elle ne le connaissait pas. Et pourtant, elle portait maintenant son nom. Camille retira lentement ses escarpins, puis marcha pieds nus sur le tapis épais jusqu'à la coiffeuse, où un miroir ancien la renvoyait une image d'elle-même qu'elle ne reconnaissait plus. Cette femme coiffée avec soin, vêtue d'une robe de mariée qui n'avait jamais vraiment été choisie, n'avait plus rien à voir avec l'architecte passionné, libre, qui arpentait les rues de Paris un carnet à la main, dessinant des balcons et des corniches. Elle avait l'impression d'avoir été effacée. La poignée tourna. Elle se figea. Julien entra sans bruit, vêtu d'un simple pantalon sombre et d'une chemise blanche ouverte au col. Aucun vestige de cérémonie sur lui. Il avait l'air calme, presque trop. Ses yeux la trouvèrent immédiatement, mais il ne fit aucun geste brusque. Il referma la porte derrière lui, posa ses clés sur une commode, puis s'avança vers l'un des fauteuils près de la cheminée. Il s'y assit, croisa les jambes et resta silencieux quelques secondes, comme s'il réfléchissait aux mots qu'il allait prononcer. Camille, droite comme une lame, ne le quittait pas du regard. Elle attendait la suite, le moment où il lui dirait de s'approcher, où il exigerait ce qui, dans l'esprit de beaucoup, semblait lui appartenir désormais. Mais ce moment ne vint pas. Je ne te toucherai pas. La voix de Julien était posée, basse, dépourvue d'émotion visible. Camille haussa légèrement les sourcils, sans comprendre immédiatement. Il répéta cette fois en la regardant droit dans les yeux. « Je ne te toucherai pas, pas ce soir, pas demain, pas tant que tu ne me le demandes. » Camille sentit une onde de perplexité la traverser. Elle ne savait pas quoi répondre. Ce qu'il disait semblait sincère, mais elle refusait encore d'accorder du crédit à ses paroles. Trop d'hommes savaient manipuler avec des mots. « Pourquoi m'avoir forcé à venir ici alors ?» demanda-t-elle, la voix sèche, plus acide qu'elle ne l'aurait voulu. Julien resta un instant silencieux, observant les flammes. « Ce mariage n'est pas une prison, Camille. Du moins, ce n'est pas ainsi que je le conçois. Je sais que tu penses le contraire. Je comprends que tu sois en colère. Mais je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. » Camille rit, un rire sans joie, presque nerveux. « Tu m'as arraché à ma vie, à Étienne. Tu as négocié avec ma famille, comme si j'étais une marchandise, et tu viens me dire que tu n'avais pas l'intention de me faire du mal. » Julien acquiesça lentement, comme s'il reconnaissait la brutalité de ses actes. « Je veux que tu restes ici 3 mois, pas plus. 3 mois durant lesquels tu seras libre de faire ce que tu veux. Je ne te demanderai rien. Si au bout de ces 3 mois, tu veux partir, je te laisserai partir. » Elle le dévisagea, cherchant la faille dans ce qu'il disait. Chaque fibre de son corps lui criait de ne pas lui faire confiance, mais une autre voix, plus discrète, murmurait qu'il ne mentait pas. Julien n'avait rien d'un homme passionné ou impulsif. Il semblait agir selon un plan qu'il était le seul à connaître. « Et si je veux partir maintenant ?» demanda-t-elle avec défi. Il hocha la tête. « Tu peux. Je ne t'enfermerai pas. Mais je te demande simplement ces 3 mois. Pas pour moi. Pour toi. » Elle fronça les sourcils. « Pour moi ? Pour comprendre pourquoi tu es ici. » Camille ne répondit pas. Elle se contenta de le fixer troublée, et une part d'elle-même détesta ressentir cette hésitation, ce léger vacillement de ses certitudes. Julien se leva, marcha jusqu'à une armoire, en sortit une couverture et un oreiller qu'il posa sur le canapé. « Tu peux prendre le lit. Je dormirai ici. » Puis il se tourna vers la cheminée et ajouta d'un ton neutre. « Bonne nuit, Camille. » Elle resta un long moment debout, figée, tandis qu'il s'allongeait sur le canapé sans un mot de plus. L'attitude de Julien la déstabilisait totalement.
Elle s'était préparée à la résistance, à l'hostilité, à la peur, mais pas à cette étrange neutralité, pas à ce respect inattendu, presque dérangeant. Camille finit par se glisser sous les draps froids, le regard fixé au plafond. Le silence s'installa, profond, interrompu seulement par le feu qui s'éteignait lentement. Elle ferma les yeux, incapable de trouver le sommeil, repassant chaque mot échangé. Julien dormait, ou du moins faisait semblant. Elle pouvait entendre sa respiration régulière. Il ne l'avait même pas regardée avec insistance. Il ne l'avait pas effleurée, ni questionnée, ni tenté de la séduire. Il avait simplement attendu. Et c'est cela, plus que tout le reste, qui l'empêcha de dormir cette nuit-là. Julien Moreau n'était pas celui qu'elle croyait. Et cela, en soi, était déjà une surprise. Le lendemain matin, la lumière douce qui filtrait à travers les rideaux de velours réveilla lentement Camille. Elle ouvrit les yeux, désorientée par le silence, par l'absence du tumulte habituel de Paris. Le château semblait suspendu dans une tranquillité étrange, presque trop parfaite. Elle s'assit lentement sur le bord du lit, écoutant le crépitement lointain d'un feu dans une autre pièce et le chant discret des oiseaux au dehors. Julien n'était plus sur le canapé. Le coussin froissé et la couverture pliée indiquaient qu'il s'était levé tôt. Elle prit son temps pour se préparer, enfila un pull de laine épaisse et un pantalon confortable, puis sortit dans le couloir désert. Les murs du château étaient recouverts de boiseries anciennes, de tapisseries décolorées par le temps et d'une série de tableaux qui semblaient observer chaque pas. Elle descendit les escaliers, sans croiser âme qui vive, jusqu'à ce qu'une voix douce brise le silence. « Madame Lefebvre, Monsieur Moreau vous attend dans le petit salon. » C'était la gouvernante, toujours aussi droite, aussi discrète que la veille. Camille hocha la tête sans répondre et suivit le couloir que la femme lui indiquait. Julien l'attendait, debout près d'une grande baie vitrée donnant sur les jardins encore couverts de rosée. Il était vêtu d'un pull sombre et d'un pantalon de lin beige, les bras croisés, le regard perdu vers les haies parfaitement taillées. Lorsqu'il se retourna, son visage restait impassible, mais une lueur d'hésitation traversa ses yeux. « J'aimerais te proposer quelque chose, » dit-il calmement. « Reste ici pendant 3 mois, sans obligation, sans attente. Vis le château comme tu le souhaites. Je ne te demanderai rien. » Camille le regarda, méfiante. « Et si je refuse ? Tu peux partir quand tu veux. Mais si tu restes, je te demande seulement de me laisser te montrer ce que je suis. Rien d'autre. » Elle ne répondit pas tout de suite. L'idée d'être enfermée ici 3 mois avec lui la troublait, mais l'absence de pression physique, l'absence d'insistance déplacée, rendait l'offre plus étrange qu'oppressante. Elle accepta finalement d'un signe de tête. Pas pour lui, mais parce qu'elle avait besoin de comprendre. Comprendre pourquoi cet homme avait bouleversé sa vie avec autant de détermination. Julien lui confia alors une clé. « Il y a une aile du château qui t'est réservée. Tu y trouveras un atelier si tu veux dessiner ou travailler. Tu es libre d'aller où tu veux, mais certaines pièces sont fermées, par respect pour la mémoire de ma famille. » Camille s'en empara, intriguée. Elle n'avait pas l'intention de respecter ses limites, mais elle garda cette pensée pour elle. Le reste de la matinée se passa dans une étrange tranquillité. Camille explora les jardins, longèrent les allées bordées de buis, observa les statues de pierre couvertes de mousse et les temps où les nénuphars dessinaient des cercles calmes à la surface. Le lieu était d'une beauté austère, presque intimidante. Rien ici ne semblait avoir été modifié depuis des décennies. C'était comme si le temps s'était arrêté. En début d'après-midi, alors qu'elle parcourait les couloirs du premier étage, elle s'arrêta net devant un tableau. Ce n'était pas le plus grand ni le plus orné, mais il attira immédiatement son attention. Il représentait une femme jeune, debout dans un jardin semblable à celui du château. Elle portait une robe claire, les cheveux relevés, et un regard mélancolique qui transperça Camille. Ce qui la troubla surtout, c'était la ressemblance frappante entre cette femme et elle-même. Elle resta là de longues minutes, figée. Quelque chose dans les traits, dans la posture, dans les yeux légèrement baissés, lui rappelait son propre visage dans le miroir, comme si elle regardait une version d'elle-même venue d'un autre temps. Elle n'était pas superstitieuse, elle ne croyait pas aux coïncidences mystérieuses, mais cette similitude éveillait un inconfort difficile à expliquer. La gouvernante surgit soudainement au bout du couloir. Elle s'approcha avec une rapidité inattendue et se posta à côté d'elle. « Ce n'est qu'un vieux portrait, madame. Rien d'important. » Camille tourna la tête vers elle. « Qui est-ce » Une parente éloignée. L'histoire n'a pas retenu son nom.
Sa voix était trop précipitée, trop tendue pour être honnête. Camille perçut le changement dans sa posture, la légère crispation de ses doigts sur le mouchoir qu'elle tenait. Elle s'apprêtait à insister, mais la gouvernante reprit immédiatement la parole, plus ferme cette fois. « Je dois vous demander de ne pas rester trop longtemps dans cette aile. Certaines pièces sont fragiles. » Camille comprit qu'elle n'en tirerait rien pour l'instant. Mais ce tableau venait de planter une graine. Elle mémorisa chaque détail du visage, chaque nuance du regard, et quitta le couloir sans un mot. Les jours suivants furent étrangement paisibles. Julien tenait sa promesse. Il restait distant, poli, presque invisible. Il prenait ses repas à des heures différentes, la laissait explorer les lieux à sa guise. Parfois, elle l'apercevait dans la bibliothèque ou sur la terrasse, toujours seule, souvent plongée dans un livre ou dans ses pensées. Il ne cherchait pas le contact. Il attendait. Et cela, encore une fois, déstabilisait Camille plus que n'importe quel affrontement. Elle s'installa dans l'atelier qu'il lui avait préparé. La pièce, au bout d'un couloir secondaire, donnait sur le jardin et était remplie de lumière naturelle. Des rouleaux de papier, des crayons, des maquettes inachevées, tout avait été disposé avec soin. Camille retrouva peu à peu le geste, la concentration, la ligne. Dessiner l'apaisait. Elle esquissa les courbes du château, les colonnes, les détails du portail, les arcs des fenêtres, et peu à peu, ses pensées cessèrent de tourner autour d'Étienne, de Paris, de sa mère. Elle s'ancrerait ici pour un temps, le temps de comprendre. Mais chaque fois qu'elle passait devant ce tableau dans le couloir, elle sentait une tension la parcourir. Cette femme inconnue, au regard si semblable au sien, semblait porter un secret que personne ne voulait lui révéler. Et plus les jours passaient, plus elle était déterminée à découvrir qui elle était. Une semaine entière s'était écoulée depuis l'installation de Camille au château, et chaque jour qui passait ajoutait un poids silencieux sur ses épaules. Julien tenait sa promesse de discrétion, mais cette retenue même devenait insupportable. Il n'y avait ni conversation profonde, ni explication, seulement des silences bien ordonnés, des repas servis sans un mot et des regards échappés au détour d'un couloir. Camille se sentait comme une pensionnaire de luxe, dans une demeure sans histoire apparente, mais chaque détail du château criait qu'un passé l'habitait avec force. Elle avait tenté de ne pas penser à Étienne. Cela fonctionnait parfois, lorsqu'elle dessinait, lorsqu'elle se perdait dans les lignes complexes d'un porche d'une lucarne, ou lorsqu'elle sortait marcher dans les chemins de terre entourant la propriété. Mais il suffisait d'un moment d'inaction pour que le visage d'Étienne revienne, suivi de la douleur d'avoir été contrainte à l'abandonner. Plus que son absence, c'était le silence de Julien à ce sujet qui attisait son ressentiment. Ce soir-là, elle entra dans la salle à manger sans saluer. Julien y était déjà installé, le dos droit, une serviette impeccablement pliée sur les genoux. Il leva à peine les yeux à son arrivée. Elle s'installa face à lui, en silence. Les domestiques apportèrent l'entrée, un velouté de potiron accompagné de pain grillé. Julien commença à manger sans un mot. Camille fit de même, puis, brusquement, reposa sa cuillère avec un bruit sec. « Dis-moi, Julien, tu vas continuer à faire semblant ?» Julien releva les yeux, surpris. « Faire semblant de quoi ?» Elle pencha la tête légèrement sur le côté, les mâchoires contractées. « De ne pas savoir ce que tu as fait, de ne pas voir à quel point tu m'as volé ma vie. » Il garda le silence un instant, puis reposa sa cuillère, les mains jointes sur la table. « Je ne t'ai rien volé, Camille. J'ai seulement empêché quelque chose que je considérais comme une erreur. » Elle se redressa, l'index tendu. « Une erreur ? Tu veux parler de mon histoire avec Étienne ?» Il acquiesça lentement. « Oui. » Le sang de Camille se glaça. Elle n'avait pas imaginé qu'il avouerait si facilement. Elle croyait devoir le pousser, le provoquer. Mais il restait impassible, comme s'il expliquait un acte rationnel dénué d'émotion. « Tu lui as interdit de venir me voir, n'est-ce pas ? Tu as manipulé ma mère, tu as fait pression. Tout ça pour t'assurer que je n'ai plus aucun choix. » Julien soupira, mais sans détourner les yeux. « Ta mère était en difficulté. Ta famille entière allait s'effondrer si je n'intervenais pas. Elle m'a demandé de l'aide, je l'ai aidée. Et le prix, c'était moi. Ce n'est pas aussi simple. »« Non, Julien, c'est exactement aussi simple. » Elle se leva brusquement, repoussant sa chaise avec force. Son cœur battait à tout rompre, non pas de peur, mais d'une colère froide et lucide. Elle se tenait là, droite, le regard brûlant, décidée à ne plus rien contenir. « Tu crois que ton calme, ton château, tes silences suffisent à effacer ce que tu as fait ?
Tu m'as condamné, tu m'as arraché à l'homme que j'aimais, à ma ville, à ma liberté. Et pourquoi? Pour satisfaire ton besoin de contrôle? Julien resta un instant sans bouger, puis il se leva lentement, en silence. Il s'approcha de la fenêtre, s'y adossa, le regard perdu dans le jardin plongé dans l'obscurité. « Je n'ai jamais voulu que tu souffres. » Camille éclata d'un rire amer. « Alors pourquoi l'as-tu fait ?» Il se tourna vers elle, et pour la première fois, elle vit une faille. Quelque chose vacilla dans ses yeux, une brisure, fugace, mais réelle. « Parce que j'ai déjà vu ce que ça faisait, perdre quelqu'un qu'on aime à cause d'un mauvais choix. » Elle fronça les sourcils. Il semblait à la fois présent et très loin, comme s'il parlait à travers une vitre invisible. « Quelqu'un que tu aimais ?» Julien secoua doucement la tête. « Ce n'est pas le moment pour cette histoire, mais crois-moi, je n'ai jamais agi pour te détruire. » Camille le fixa longuement. Elle cherchait un aveu, une explication, une faille à exploiter. Mais il se contentait de rester là, droit, presque vide. Il ne demandait ni pardon ni compréhension. Il livrait des bribes, insuffisantes, presque cruelles dans leur retenue. « Alors, tu as tout planifié, tout contrôlé, et maintenant, tu veux que je vive ici comme si de rien n'était, dans ce château qui pue le secret et l'hypocrisie. » Il ne répondit pas. Elle s'approcha, planta ses yeux dans les siens. « Je ne suis pas ta sœur. » Le silence qui suivit fut total. Julien blêmit légèrement, imperceptiblement. Mais son corps entier sembla se raidir. Qui t'a parlé de ça? Camille comprit aussitôt qu'elle avait touché un point sensible. Elle n'avait encore rien dit de la ressemblance entre elle et la femme du tableau. Elle n'avait pas parlé de la réaction étrange de la gouvernante. Mais ce mot, « sœur », venait de briser une barrière. Elle recula d'un pas. « Tu viens de me le confirmer. » Julien ferma les yeux un instant, comme pour reprendre le contrôle de lui-même. Lorsqu'il les rouvrit, sa voix était plus basse, plus grave. « Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour t'éviter un avenir brisé. Tu ne comprends pas encore, mais un jour, peut-être... » Camille secoua la tête. « Tu n'as pas le droit de décider ce que je dois vivre, pas le droit de choisir pour moi. » Il ne répondit pas. Elle sortit de la salle à manger sans se retourner, le cœur battant, la gorge nouée. Elle avait obtenu ce qu'elle cherchait, une réaction, un aveu. Mais au lieu de la satisfaction, c'était un nouveau vertige qui s'installait. Julien savait quelque chose de lourd, de personnel, de familial, et même s'il persistait à vouloir la préserver, il avait choisi la pire manière de le faire. Ce soir-là, Camille retourna dans sa chambre, ferma la porte à clé, puis resta debout, les bras croisés contre elle, à fixer le mur vide. Ce château ne contenait pas seulement les restes d'un mariage forcé. Il portait les cicatrices d'un passé plus ancien, plus complexe, et elle n'en était désormais plus seulement victime. Elle en était devenue un élément central. Le château avait changé de visage depuis l'affrontement dans la salle à manger. Camille n'entendait plus les pas réguliers de Julien dans les couloirs, ni sa voix lointaine dans les pièces voisines. Il avait disparu de son quotidien comme un acteur quittant la scène sans prévenir. La distance qu'il imposait désormais n'avait rien à voir avec le respect prudent des jours précédents. C'était une absence pleine, délibérée, presque stratégique. Et Camille, loin de s'en réjouir, se retrouvait confrontée à un vide plus difficile encore à supporter que sa présence. Elle passait de longues heures dans l'atelier, mais ses croquis perdaient peu à peu leur clarté. Ses lignes devenaient hésitantes, ses perspectives fausses, et les bâtiments qu'elle dessinait semblaient s'effondrer sur eux-mêmes. Elle ne pouvait se concentrer. Depuis qu'elle avait prononcé ce mot « sœur » et vu le visage de Julien se fermer, une nouvelle obsession s'était installée en elle. Elle devait comprendre. Il n'était plus question de fuir ou d'attendre. Elle devait fouiller, chercher, creuser le silence des murs. Ce fut un dimanche matin que l'opportunité se présenta. La gouvernante, habituellement si présente, avait quitté la propriété pour une affaire familiale, selon le jardinier. Julien, lui, n'avait pas été vu depuis la veille au soir. Camille prit cela comme un signe. Elle décida de commencer par la bibliothèque, un lieu qu'elle avait jusque-là peu exploré. Elle savait que chaque grande maison conservait ses secrets entre les livres, les papiers et les tiroirs oubliés. La pièce était vaste. Les étagères courèrent du sol au plafond, remplies de volumes anciens, certains en latin, d'autres en allemand ou en italien. L'odeur de cuir et de poussière lui parvint dès qu'elle poussa la porte. Elle passa ses doigts sur les reliures, sans vraiment lire les titres, à la recherche d'un indice. Un nom, une date, une annotation. Ce n'est qu'après 2 heures de recherche
qu'elle trouva un vieux carnet à demi dissimulé derrière un atlas. Le cuir était usé, les pages jaunies, certaines partiellement déchirées. Elle l'ouvrit, le cœur battant. Le nom inscrit à la première page la figea, Claire Moreau. Elle s'assit aussitôt dans un fauteuil près de la fenêtre, ouvrit le carnet au hasard et commença à lire. L'écriture était fine, élégante, les phrases courtes mais chargées d'émotion. Claire parlait d'un mariage arrangé, de longues promenades dans le jardin du château, de son isolement croissant. Camille sentit une chaleur étrange dans la poitrine. Ce n'était pas une histoire étrangère, c'était une variation à peine voilée de la sienne. Plus elle tournait les pages, plus les mots de Claire devenaient sombres. Elle parlait de regards fuyants, de décisions prises à sa place, d'un homme qu'elle n'avait pas choisi. Il n'était pas nommé, mais tout portait à croire qu'il s'agissait d'un certain associé de la famille. Il était question d'un voyage à Paris qu'on lui avait interdit, de lettres interceptées, et surtout d'un sentiment croissant d'emprisonnement. Camille s'arrêta de lire à plusieurs reprises, comme si elle devait reprendre son souffle. Chaque phrase semblait lui renvoyer son propre reflet, comme un écho venu d'un autre siècle. Vers la fin du carnet, l'écriture devenait tremblante, les pages moins soignées. Claire parlait d'un frère. Elle disait qu'il avait promis de l'aider, qu'il viendrait. Julien, forcément. Mais les dernières pages étaient incomplètes. Une tache d'encre brouillait les derniers mots. Camille tourna la page suivante, et là, glissée entre deux feuilles, une lettre pliée en 4 attendait. Elle la déplia avec précaution. L'encre était pâlie mais lisible. Claire y racontait sa peur, sa certitude que personne ne l'écouterait. Elle suppliait celui qui trouverait ces mots de comprendre qu'elle n'avait jamais voulu cette vie, qu'elle avait été sacrifiée au nom du devoir familial. Elle n'accusait personne nommément, mais elle exprimait un désespoir profond. Elle parlait d'un soir où elle avait tenté de s'enfuir, d'un rendez-vous manqué et d'un frère qui était arrivé trop tard. Camille sentit un frisson glisser le long de son dos. La lettre ne mentionnait pas explicitement la fin de Claire, mais tout dans le ton annonçait un drame. Et surtout, la manière dont elle évoquait Julien, avec tendresse, mais aussi avec une pointe de reproche, révélait une douleur partagée. Julien n'était pas l'architecte unique de cette souffrance. Il en portait aussi les cicatrices. Elle resta longtemps assise, le carnet et la lettre sur ses genoux. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, mais aucune image nette ne se dessinait encore. Elle comprenait désormais que Julien n'agissait pas seulement par stratégie ou par caprice. Il portait le poids d'une histoire familiale dont elle ne connaissait encore que les contours. Il avait perdu Claire et d'une certaine manière, il semblait vouloir réparer ce passé à travers elle. Ce que Camille ignorait encore, c'était jusqu'où cette tentative de réparation allait l'emmener. Le soir venu, elle garda le carnet dans sa chambre, le cacha dans un tiroir sous ses vêtements. Elle ne savait pas si Julien connaissait encore l'existence de ces pages. Peut-être les avait-il oubliées. Peut-être espérait-il qu'elle les trouve. Mais peu importait. Ce qu'elle avait lu modifiait tout. Il ne s'agissait plus seulement d'un mariage arrangé, d'une revanche sociale ou d'un acte de domination. Il s'agissait de mémoire, de trauma, d'une tentative bancale de protéger quelqu'un en le privant de sa liberté. Ce n'était pas une justification, rien n'excusait ce qu'il lui avait imposé. Mais cela expliquait en partie l'étrange mélange de contrôle et de retenue dont Julien faisait preuve. Il ne cherchait pas à reproduire ce qui avait été infligé à sa sœur. Il cherchait à l'empêcher. Mal, maladroitement, mais sincèrement. Camille ne savait toujours pas ce qu'elle ferait. Elle ne savait pas encore si elle devait rester ou fuir. Mais pour la première fois depuis le jour de la cérémonie, elle cessa de se sentir entièrement victime. Elle avait une clé en main, et elle comptait bien s'en servir. Le vent de la fin d'après-midi soulevait doucement les rideaux de la bibliothèque où Camille s'était réfugiée, carnet de Claire posé sur les genoux. Elle avait lu et relu la lettre, ses doigts suivant les mots effacés, comme si le contact pouvait en révéler davantage. Le passé de Julien, ses silences, la froideur soigneusement calculée de leurs échanges, tout commençait à prendre une forme plus humaine, moins insupportable. Mais ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était que le présent allait frapper à sa porte sans prévenir. C'est en descendant dans le vestibule, attirée par une agitation inhabituelle, qu'elle entendit les mots qui lui coupèrent le souffle. « Un homme, dans le village. Il a demandé à vous voir. Il dit s'appeler Étienne. » Elle resta figée, le cœur battant, incapable de formuler la moindre réaction.
C'est le jardinier, un vieil homme peu bavard, qui avait apporté la nouvelle. Il n'avait pas laissé entrer l'inconnu, mais l'avait vu discuter longuement avec l'épicier avant de s'éloigner en direction des vignes. Camille sentit son corps se tendre comme une corde prête à rompre. Étienne. Il était venu. Malgré tout, malgré les interdictions, malgré les barrières invisibles que Julien avait dressées autour d'elle, il avait tenté de la retrouver. Elle se rua vers la porte, mais la gouvernante surgit avec une fermeté inhabituelle. « Madame, Monsieur Moreau ne souhaite pas que vous sortiez ce soir. »« Et depuis quand est-ce à lui de décider cela ?» répliqua Camille, le regard brûlant de colère. « C'est pour votre sécurité. Il y a eu des incidents dans les bois. » La voix était sèche, comme si chaque mot avait été préparé à l'avance. Camille n'écouta pas davantage. Elle passa devant la gouvernante sans un mot et ouvrit la grande porte. Le vent lui fouetta le visage et, sans réfléchir, elle s'élança sur l'allée de gravier, ses bottes frappant le sol avec la rage accumulée de semaines de frustration. Elle atteignit le portail principal, mais une voiture noire se gara juste devant elle. Julien en sortit immédiatement, le visage fermé, la mâchoire crispée. Il n'était plus ce spectre silencieux des jours précédents. Il avançait d'un pas rapide, la regardant droit dans les yeux. « Tu ne sortiras pas, Camille. » Elle s'arrêta net, choquée par le ton, par l'ordre, par l'homme qui se tenait devant elle, autoritaire, tendu, presque méconnaissable. Il ne criait pas, mais sa voix vibrait d'un contrôle à peine contenu. « Il est là, il est venu jusqu'ici. Tu savais qu'il viendrait, n'est-ce pas ?» hurla-t-elle, la gorge nouée. « Oui, je le savais. Et je l'ai empêché d'approcher. Tu n'as pas ce droit. » Julien s'approcha d'elle, mais s'arrêta à quelques pas, comme s'il savait que la moindre proximité briserait ce qu'il tentait de préserver. Son regard était sombre, dur, mais il trahissait une fatigue profonde. « Tu penses que j'essaie de te punir, que je suis un tyran. Mais tu ne comprends pas, Camille. Je ne veux pas que tu vives ce que ma sœur a vécu. » Elle le fixa, les yeux plissés. « Alors parle. Dis-moi enfin ce que tu refuses de dire depuis le début. » Julien détourna légèrement le regard, les poings serrés. Claire a aimé un homme. Elle voulait fuir avec lui. Elle croyait que cet homme la sauverait. Mais il l'a laissé tomber quand elle a eu besoin de lui. Il n'est jamais venu. Elle a été seule, déshonorée aux yeux de notre père, exilée ici, dans cette maison qu'elle détestait. Elle est morte dans ce silence, rongée par l'humiliation et l'abandon. Camille sentit un poids l'écraser. Elle pensa à la lettre, à l'écriture tremblante, aux mots qui s'éteignaient avant de finir leur phrase. « Et tu crois qu'Étienne aurait fait la même chose ? Je ne crois rien. Je crains. Et je refuse de courir le risque. » Elle secoua la tête, incrédule. « Tu refuses pour moi. Mais tu ne me demandes jamais ce que je veux. Parce que parfois, ceux qu'on aime font de mauvais choix. Et il faut avoir le courage de les en empêcher. » Elle recula, blessée. « Tu ne m'aimes pas, Julien. Tu aimes l'idée que tu te fais de moi. Une version que tu veux sauver pour réparer ton passé. Mais je ne suis pas Claire, je suis Camille, et je n'ai jamais eu besoin que tu me protèges. » Il ne répondit pas immédiatement. Son silence était plus lourd que les mots. « Étienne a essayé de me contacter, tu l'as empêché. Tu m'as prise pour une enfant qu'il faut garder sous surveillance. Mais je suis une femme, et je mérite de choisir, même de me tromper. » Julien baissa les yeux. Quand il les releva, son regard avait changé. Il n'y avait plus de contrôle, plus de justification, seulement de la douleur. Il était prêt à partir avec toi, tu sais, à tout quitter. Mais il a reculé. Il t'a laissé affronter ça seul. Moi, je ne pouvais pas. Camille sentit sa gorge se serrer. Cette vérité, elle ne l'avait jamais envisagée. Elle avait idéalisé Étienne, sa passion, son amour, mais n'avait jamais vraiment su ce qui l'avait retenu. Julien n'avait peut-être pas eu tort, mais il n'avait pas eu raison non plus. Elle se détourna sans un mot et remonta l'allée du château. Il ne la suivit pas. Le portail resta ouvert derrière elle, mais elle n'avait plus la force de sortir, ni pour chercher Étienne, ni pour fuir Julien. Elle monta les marches jusqu'à sa chambre, referma la porte doucement et s'effondra sur le lit, les bras étendus. Ce n'était plus seulement une guerre entre deux hommes, entre deux passés. C'était désormais sa guerre, son présent, et personne ne l'amènerait à sa place. Les jours suivants furent silencieux, mais ce silence avait changé de nature. Il ne s'agissait plus d'une guerre froide faite de mépris et d'indifférence. C'était une trêve tacite, une respiration entre deux êtres qui avaient vidé leur colère sans trouver encore le chemin d'un terrain commun. Camille ne croisait Julien que brièvement.
le matin dans le vestibule ou le soir dans le couloir menant à leurs chambres respectives. Ils échangeaient quelques mots polis, parfois un regard bref, mais sans tension. Ce n'était pas encore de la paix, mais ce n'était plus une confrontation. Camille avait renoncé à comprendre Julien entièrement. Elle commençait à accepter qu'il portait en lui des blessures qu'il n'exprimerait peut-être jamais entièrement. Mais ce renoncement n'était pas une capitulation, c'était une redéfinition. Elle ne le verrait plus comme l'homme qui l'avait volé à sa vie, mais comme un homme qui, à sa manière bancale, essayait de réparer quelque chose, même si cela avait signifié la blesser. Cela ne le rendait pas innocent, mais cela le rendait plus humain. Un matin, elle découvrit dans le jardin une nouvelle structure de bois en cours de construction, juste à côté de l'atelier qu'elle utilisait pour dessiner. Intriguée, elle s'approcha et observa les matériaux soigneusement empilés, les plans fixés sur une planche, et le tracé d'un petit bâtiment moderne aux lignes épurées. Julien apparut peu après, vêtu d'une chemise claire et d'un pantalon de travail. Il la salua sans empressement. « C'est pour toi, dit-il simplement. Un vrai atelier. Tu mérites mieux que cette vieille pièce poussiéreuse. » Camille resta un instant sans répondre. Elle lut les plans rapidement, reconnut des détails qu'elle aurait elle-même dessinés. L'orientation vers le soleil, la hauteur sous plafond, les matériaux choisis pour l'acoustique et la lumière naturelle. « Tu as fait ça seul ?» Julien hocha la tête. « J'ai passé plusieurs nuits à y réfléchir. Je ne suis pas architecte, mais j'ai appris à écouter. » Elle ne sut quoi dire. Aucun mot ne pouvait réellement exprimer le mélange de surprise, de gratitude discrète et de trouble qu'elle ressentait à cet instant. Elle n'avait pas l'habitude qu'on fasse quelque chose pour elle sans rien attendre en retour. Julien, en agissant ainsi, avait franchi une limite invisible. Il ne cherchait plus à la posséder. Il tentait de la comprendre. Dans les jours suivants, les ouvriers du village vinrent travailler sur le chantier. Camille passait des heures à observer, à corriger certains détails, à échanger avec eux. Julien venait parfois sans s'imposer, toujours prêt à ajuster les plans selon ses remarques. Cette collaboration inattendue créa une forme de dialogue qu'il n'avait jamais eue. Pas de grandes déclarations, pas de révélations bouleversantes. Seulement des gestes, des décisions prises ensemble, une complicité naissante autour d'un projet concret. Une nuit, la pluie s'abattit violemment sur le château. Le vent s'engouffrait dans les couloirs et les gouttes frappèrent les vitres avec insistance. Camille, réveillée par le tonnerre, descendit jusqu'à la bibliothèque. Elle avait toujours trouvé refuge entre les livres, même enfant. Elle alluma une lampe et s'installa dans le fauteuil qu'elle avait adopté depuis quelques semaines. Elle feuilletait un livre sur l'architecture du XIXe siècle lorsque la porte s'ouvrit doucement. Julien entra, trempé jusqu'aux épaules. Il avait visiblement tenté de sécuriser le chantier sous la pluie. Il retira son manteau, secoua ses cheveux humides, puis sourit en la voyant. « J'espérais te trouver ici. » Elle ne répondit pas, mais elle lui fit signe de s'asseoir. Il prit place face à elle, tendit les mains vers la cheminée. La lumière projetait sur son visage des ombres douces, et pour la première fois, Camille se rendit compte à quel point il semblait fatigué. Pas d'une fatigue physique, mais d'une usure plus ancienne, plus intime. « Ce projet avec toi, » dit-il après un long silence, « c'est la première chose que je fais depuis longtemps sans penser à Claire. » Camille referma lentement son livre. Elle ne voulait pas parler de Claire. Pas ce soir, pas sous cette pluie, mais elle comprit que ce qu'il disait n'était pas une tentative de revenir au passé. C'était une manière maladroite de lui dire qu'elle comptait, qu'elle existait, non pas comme une répétition, mais comme elle-même. Elle se leva, s'approcha lentement de la cheminée et tendit une tasse de thé qu'elle avait préparée sans vraiment y penser. Il l'accepta, leurs doigts se frôlèrent brièvement. Ce contact minuscule déclencha en elle une émotion inattendue, pas une passion dévorante, quelque chose de plus subtil, une forme de reconnaissance, de respect. Et elle sourit. Pas un sourire forcé ou ironique. Un vrai sourire doux, contenu mais sincère. Julien le vit, et il ne dit rien. Mais son regard s'éclaira d'une façon nouvelle, comme s'il avait attendu ce moment sans oser l'espérer. Ils restèrent là longtemps, à écouter la pluie, chacun avec sa tasse à la main sans rompre le silence. Ce n'était pas encore de l'amour, ce n'était pas encore une promesse, mais c'était une ouverture, une faille dans le mur, une respiration partagée. Camille se coucha cette nuit-là avec le cœur plus léger. Elle ne savait toujours pas ce qu'elle ferait après ces 3 mois. Elle n'avait pas oublié Étienne, ni les décisions imposées,
ni les blessures. Mais elle avait compris une chose essentielle. Parfois, les murs que l'on construit pour se protéger finissent par enfermer aussi ceux qui veulent vous rejoindre. Et parfois, il faut oser les fissurer, juste assez pour que la lumière entre. Le lendemain du soir pluvieux passé dans la bibliothèque, Camille se réveilla tôt, les draps encore humides de la chaleur de son corps. Le sourire échangé avec Julien la veille ne cessait de revenir à son esprit. C'était un détail, une émotion discrète, mais cela avait changé quelque chose en elle. Pas une révélation soudaine, mais un glissement subtil dans sa perception. Ce matin-là, au lieu de chercher à éviter Julien, elle descendit avec l'intention assumée de croiser son regard. Mais il n'était nulle part. Elle demanda à la gouvernante s'il était parti. Celle-ci, comme toujours, répondit avec une neutralité presque agaçante. Monsieur Moreau a quitté le domaine très tôt. Il avait affaire à Dijon. Camille acquiesça, puis décida d'en profiter. Elle ne savait pas encore quoi chercher, ni où, mais un pressentiment, purement rationnel, lui disait que son absence ouvrait une porte qu'elle ne pouvait ignorer. Ce n'était pas une tentative de trahison. C'était une nécessité de compréhension. Le chantier de l'atelier avançait, le dialogue s'était amorcé, mais elle ne pouvait continuer à construire quoi que ce soit sans savoir exactement ce que Julien portait derrière ces silences. Elle retourna dans la bibliothèque, relut encore quelques pages du journal de Claire, mais rien de plus n'émergeait. La dernière phrase lisible évoquait une nuit d'orage, un départ raté et une phrase interrompue. « S'il n'arrive pas demain, je saurai que… » Le reste était effacé. Camille tourna les pages lentement, vérifia à la lumière chaque pli, chaque annotation. Toujours rien. Elle remonta dans les étages, traversa le couloir du portrait, cette femme qui lui ressemblait toujours autant, même après des jours à l'observer, et décida pour la première fois de suivre la gouvernante. Elle savait que la femme avait vu des choses. Elle savait aussi que, contrairement à Julien, elle ne portait pas ce poids avec noblesse. C'était visible dans sa posture rigide, dans son ton trop lisse, dans les regards qu'elle fuyait systématiquement. Camille attendit dans la cuisine, et quand la gouvernante passa pour donner des ordres au personnel, elle l'intercepta. « Je veux vous parler. » La femme se figea surprise par le ton direct. « Ce n'est pas le moment, madame. »« Ce ne sera jamais le moment, n'est-ce pas ?» rétorqua Camille. « Alors, on va le créer maintenant. » La gouvernante hésita, regarda autour d'elle, puis fit signe à Camille de la suivre. Elles traversèrent une aile plus ancienne du château jusqu'à une petite pièce qu'elle n'avait encore jamais visitée. C'était un salon oublié, aux rideaux tirés, au mobilier couvert de draps. La gouvernante referma la porte et s'assit sans attendre d'invitation. Son visage habituellement fermé semblait plus usé, plus fatigué. « Je vous écoute, madame. » Camille resta debout, les bras croisés. Qui était Claire exactement? Un silence s'installa. Puis lentement la femme parla. Claire Moreau était la sœur cadette de Julien. Elle était vive, pleine d'idées, différente des autres filles de son époque. Elle avait des rêves, elle lisait, elle écrivait. Elle voulait partir à Paris. Évidemment, cela ne plaisait pas à son père, ni à la tradition familiale. Elle a été fiancée à un homme que personne ici n'aimait vraiment. Mais il avait de l'argent, des terres, une réputation. Camille laissa échapper un souffle. Elle connaissait déjà une partie de cette histoire, mais entendre les mots dans la bouche de la gouvernante la rendait plus réelle. Et elle a été forcée d'accepter? Oui, elle a résisté d'abord. Mais son père était inflexible. Julien aussi au début. Il croyait que c'était la meilleure chose à faire. Il lui disait que l'amour viendrait avec le temps, qu'elle était trop idéaliste. Camille se pinça les lèvres. Elle voyait déjà les échos dans sa propre situation. Et ensuite, elle a écrit à un homme qu'elle avait rencontré en secret. Julien l'a découvert trop tard. Il a essayé de l'aider à s'enfuir, mais le rendez-vous a échoué. Elle est restée ici, abandonnée. La voix de la gouvernante se fit plus amère. Elle s'est laissée mourir, pas physiquement, mais moralement. Elle ne parlait plus, ne mangeait plus. Julien a tout fait pour la sauver. Mais il était jeune. Il n'a pas su comment. Et un jour, elle est tombée malade, très malade. Elle a refusé de se battre. Elle est morte en quelques semaines. Camille sentit sa gorge se nouer. Elle s'assit lentement, les yeux rivés au sol. Et c'est pour ça qu'il a voulu ce mariage, pour corriger son erreur. La gouvernante haussa les épaules. Peut-être, Julien n'a jamais parlé de vous comme d'un substitut,
Mais il s'est obstiné à faire de ce mariage un pacte différent. Pas de soumission, pas de violence. Juste une promesse qu'il essaierait mieux que son père. Camille ne répondit pas. Elle sentait en elle une colère étrange, non pas dirigée contre Julien cette fois, mais contre ce poids des traditions, contre cette transmission de douleur entre générations. Elle n'était pas claire, mais elle comprenait maintenant pourquoi Julien l'avait regardée ce premier jour avec cette retenue désespérée. Il avait vu dans ses yeux la même lumière que celle qu'il avait perdue, et il avait voulu éviter l'échec, à tout prix. Avant de sortir de la pièce, la gouvernante ajouta dans un souffle « Vous avez changé quelque chose chez lui, il ne le dira jamais, mais on le voit. » Camille marcha lentement dans les couloirs vides. L'histoire de Claire résonnait en elle comme une mise en garde, mais aussi comme un miroir brisé. Ce qu'elle construirait désormais ne serait pas bâti sur des dettes passées, mais sur des choix, les siens. Elle monta dans sa chambre, ouvrit la fenêtre, observa le jardin en contrebas. Le chantier de l'atelier avançait bien. Le soleil tombait doucement sur les pierres du château. Julien n'était pas encore rentré, mais elle savait que lorsqu'il reviendrait, quelque chose aurait changé. Elle savait maintenant d'où venait sa peur. Elle savait pourquoi il se taisait, pourquoi il contrôlait, pourquoi il attendait. Et même si elle ne lui pardonnait pas tout, elle était prête à écouter. Parce que comprendre, c'était déjà commencer à reconstruire. Le vent soufflait fort ce matin-là, balayant les feuilles sèches qui tapissaient les allées du jardin. Camille observait le ciel gris depuis la verrière de l'atelier en construction. Les ouvriers avaient suspendu les travaux à cause de la pluie annoncée, et tout semblait figé, comme en attente. Julien n'était pas encore revenu. Il avait téléphoné la veille au soir pour prévenir qu'il serait absent encore 2 jours. La voix à l'autre bout du fil avait été brève, respectueuse, mais distante. Camille avait simplement répondu qu'elle comprenait. En vérité, elle ne savait pas si elle comprenait vraiment. Tout ce qu'elle savait, c'est qu'elle ressentait un vide particulier ce jour-là, une sensation familière qu'elle avait essayé d'ignorer depuis son arrivée dans cette demeure. Elle remonta jusqu'à sa chambre pour fuir le froid. En entrant, elle aperçut une enveloppe posée sur la table, bien droite, sans trace de poussière. Son nom était écrit d'une écriture qu'elle connaissait trop bien. Elle se figea. L'enveloppe semblait inoffensive, mais elle brûlait déjà dans sa main avant même qu'elle ne l'ouvre. Elle s'assit lentement sur le bord du lit, les doigts tremblants, puis déchira le papier avec une précision méthodique, presque douloureuse. C'était une lettre d'Étienne. « Camille, je suis venu te chercher et on m'a refusé l'entrée. On m'a fermé les portes, on m'a expliqué que tu avais choisi un autre chemin. Au début, j'ai refusé d'y croire. Je t'ai attendu. J'ai marché dans les rues du village en espérant croiser ton regard. Mais le temps a passé, et j'ai compris que notre histoire n'avait plus d'espace pour vivre. J'ai trop attendu. Ou peut-être, j'ai attendu sans agir assez tôt. Je quitte la France. Pas pour t'oublier, mais pour continuer. Tu mérites une vie construite sur des fondations solides, pas sur une fuite, pas sur un passé qui s'efface. Je t'aimerai toujours à ma façon, mais je ne t'écrirai plus. Sois heureuse, Camille, pour toi, et seulement pour toi. Étienne. Elle relut la lettre plusieurs fois. Chaque mot résonnait comme un point final. Pas un reproche, pas un appel, juste une séparation claire, sans détour. Ce qu'elle redoutait s'était produit. La page était tournée sans qu'elle n'ait eu la force de le faire elle-même. Étienne, par son absence, lui retirait une part de ce qu'elle croyait encore être possible. Et dans ce vide, quelque chose d'autre se dessinait, plus incertain, mais peut-être plus vrai. Camille resta longtemps assise, les yeux fixés sur le papier. Il n'y avait pas de pleurs, pas de cris, juste une fatigue profonde, une lassitude qui engourdissait son corps. Elle avait porté en elle cette attente comme un fil suspendu. Maintenant qu'il avait été rompu, elle devait apprendre à marcher sans lui. Elle descendit dans le jardin sans manteau, laissant le vent fouetter sa peau. Elle traversa l'allée centrale, contourna l'étang et s'assit sur un banc de pierre. La lettre roulée dans sa main, elle ferma les yeux. Le froid ne la gênait pas. Elle voulait juste respirer quelque chose d'authentique, quelque chose qui ne soit pas dicté par les choix des autres. Et là, au milieu de cette nature battue par le vent, elle sentit une présence. Julien. Il n'avait pas annoncé son retour, mais il était là, debout à quelques pas d'elle. Il ne parlait pas. Il l'observait, le regard grave, les mains dans les poches. Camille ne leva pas immédiatement les yeux. Elle ne voulait pas expliquer.
Elle n'avait pas l'énergie de raconter la lettre, les mots d'Étienne, le vide qui l'avait envahi. Mais il s'approcha lentement, s'assit à côté d'elle sans poser de questions. Le silence dura de longues minutes, puis elle tendit la feuille roulée dans sa paume ouverte. Il la prit, la lut et ne dit rien. Lorsqu'il eut terminé, il lui rendit la lettre sans un mot. Elle se tourna vers lui, enfin. Je croyais que j'avais encore une chance, mais il est parti, définitivement. Julien la regarda sans détour. Il n'y avait ni joie ni soulagement dans ses yeux, seulement de la compassion. « Je suis désolé », murmura-t-il. « Ce n'est pas ta faute. Il n'aurait peut-être jamais eu le courage de rester. Tu l'as juste précipité vers la sortie. » Elle ne cherchait pas à l'accuser. C'était une vérité dite sans agressivité. Un constat nu. Julien baissa les yeux. Il posa doucement sa main sur le banc, à quelques centimètres de la sienne. Un geste discret, respectueux. Camille le vit, sentit la chaleur discrète de sa proximité, et dans un élan qu'elle ne s'expliqua pas, elle posa sa main sur la sienne. Elle n'avait jamais fait ça. Pas depuis leur mariage, pas volontairement. Ce contact, aussi léger fut-il, représentait un basculement. Julien ne bougea pas, il ne serra pas ses doigts, il resta là, immobile, humble et profondément attentif. Camille se rendit compte qu'elle n'avait plus envie de fuir, pas ce jour-là. Elle ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait que dans ce geste, il n'y avait ni obligation, ni stratégie, ni devoir familial. Juste deux personnes assises côte à côte, au milieu du vent, réunies par un passé trop lourd pour être portées seules. Ils restèrent ainsi un long moment. Aucun mot ne fut nécessaire. La main de Camille sur celle de Julien, le battement discret de deux respirations calmes, et l'acceptation enfin d'un moment partagé, sans promesse, sans illusion, mais avec vérité. L'air était doux en cette fin de journée. Le ciel au-dessus du château se teignait de nuances dorées, et la lumière tombante enveloppait les vieilles pierres d'un éclat paisible. Camille observait le décor depuis la balustrade du balcon central, celui qui surplombait les jardins en contrebas. Elle portait une robe légère, simple, sans ornement. C'était la première fois depuis son arrivée qu'elle se sentait à sa place dans cet espace. Pas en tant qu'invitée, ni prisonnière, ni épouse forcée, mais en tant que femme libre, lucide, consciente de chaque choix qu'elle faisait. En contrebas, les villageois s'étaient rassemblés sur la grande esplanade devant le château. Ce soir-là avait lieu la fête annuelle de la Saint-Vincent célébrée dans toute la région. Musique, vin, danse, rire. Julien lui avait proposé d'y assister, sans insister, juste une invitation déposée dans la conversation comme on tend une main. Elle avait hésité, puis accepté, non pas pour lui faire plaisir ni pour sauver les apparences, mais parce qu'elle en avait envie, parce qu'elle voulait sentir de nouveau le monde autour d'elle vibrer, s'autoriser la légèreté. Julien l'attendait en bas, vêtu simplement, presque méconnaissable sans son costume habituel. Il parlait avec les organisateurs, saluait quelques anciens du village, riait parfois. Camille le regardait de loin, observant ses gestes, ses expressions, le soin avec lequel il se rendait accessible, sans jamais s'imposer. Ce n'était plus l'homme distant qu'elle avait rencontré à Paris. Quelque chose en lui avait changé. Ou peut-être, c'était elle qui voyait différemment. Elle descendit lentement, traversant le hall puis les escaliers de pierre, sentant son cœur battre avec une cadence nouvelle, ni accélérée par l'angoisse, ni ralentie par l'indifférence, juste équilibrée. En franchissant les dernières marches, elle croisa le regard de Julien. Il s'interrompit immédiatement, s'excusa auprès de son interlocuteur et vint à sa rencontre. Ils ne se dirent rien. Il n'en avait pas besoin. Il lui tendit la main, cette fois à découvert, sans attente. Elle la prit. Le contact était naturel, fluide, et leur marche dans la foule se fit avec une aisance inattendue. La fête battait son plein. Des lanternes suspendues aux arbres projetaient des ombres douces sur les visages. La musique d'un petit orchestre résonnait entre les murs du château, et les verres de vin passaient de main en main. Camille et Julien s'arrêtèrent devant un stand de produits artisanaux, puis s'éloignèrent vers le cœur de la place où quelques couples commençaient à danser. La mélodie était simple, entraînante, presque nostalgique. Julien la regarda un instant, puis demanda, d'une voix calme, « Tu veux danser ?» Camille hésita à peine. Elle répondit par un signe de tête, posa sa main sur son épaule et laissa son autre main rejoindre la sienne. La danse débuta doucement. Leur corps s'adapta l'un à l'autre,
avec une surprenante facilité. Ils ne parlaient toujours pas. Leur regard suffisait. Le monde autour d'eux s'effaçait peu à peu. Le château, les villageois, la musique, tout devenait un décor, comme si cette danse était la seule chose réelle dans l'instant. Au fil des minutes, Camille sentit quelque chose se dénouer en elle. Une tension ancienne, un verrou invisible. Le corps de Julien n'était plus une menace, ni un territoire étranger. Il devenait un espace connu, rassurant, un ancrage. Elle leva les yeux vers lui. Il la regardait comme si elle était la seule personne présente. Et ce regard ne contenait ni désir brut, ni impatience. Juste une forme de tendresse silencieuse, d'admiration discrète. La musique ralentit, puis s'arrêta. Mais ils ne se séparèrent pas. Ils restèrent au centre de la place, immobiles, entourés des applaudissements des autres danseurs. Camille le regarda une dernière fois, puis tourna lentement les talons, tirant légèrement sa main pour l'inviter à la suivre. Ils quittèrent la place sans un mot, reprenant le chemin du château. Les lanternes illuminaient leur passage. Aucun des deux ne parlait. Leurs doigts restaient liés, et chaque pas qu'ils faisaient semblait les rapprocher davantage d'un moment qu'ils n'avaient pas encore nommé. Arrivé au balcon, Camille s'arrêta. Le vent nocturne soulevait légèrement ses cheveux. Julien s'approcha, s'immobilisa à une distance prudente. Il la regarda avec cette même retenue respectueuse, prêt à reculer au moindre signe. Mais Camille ne bougea pas. Elle fit un pas en avant, réduisant l'espace entre eux. Elle leva la tête. Il attendait encore. Alors c'est elle qui, pour la première fois, prit l'initiative. Elle posa une main sur sa joue, doucement. Puis, sans hésiter, elle s'approcha et l'embrassa. Ce n'était pas un baiser impulsif, ni brutal. C'était un baiser lent, construit, chargé d'émotion. Pas né d'une obligation, mais d'un choix, un vrai choix. Julien ne répondit qu'après quelques secondes, avec la même délicatesse. Ses mains effleurèrent ses épaules, mais il ne la serra pas contre lui. Il la laissa mener ce moment. C'était elle qui décidait, elle qui écrivait la scène, elle qui marquait la fin d'un cycle. Quand ils se séparèrent, leurs visages restèrent proches. Camille ouvrit les yeux. Julien souriait, un sourire discret, presque invisible, mais sincère. Il ne dit rien, elle non plus. Ils restèrent là, face au jardin, à la lumière des lanternes lointaines, le cœur encore enveloppé du silence doux d'un baiser offert sans demande. Camille sut, à cet instant, qu'un point de non-retour avait été franchi. Il n'était plus question de pardon ni de réparation. Il était question d'un commencement. Fragile, certes, mais réel. Pour la première fois, elle ne regardait plus Julien avec rancune ni défi. Elle le regardait avec une curiosité neuve, débarrassée du passé. Et sur ce balcon, au-dessus de cette fête qui continuait en contrebas, elle comprit que ce qu'ils construiraient désormais ne dépendrait que d'eux. Le soleil était déjà haut lorsque Camille descendit dans le grand salon du château. Elle marchait plus lentement que d'ordinaire, portée par une fatigue nouvelle, presque agréable, comme si quelque chose en elle avait enfin cessé de résister. Depuis le baiser échangé sur le balcon, une forme de calme s'était installée entre elle et Julien. Ils ne vivaient pas encore comme un couple au sens traditionnel, mais une complicité tranquille naissait à travers les gestes, les silences partagés, les regards qui ne fuyaient plus. Ce n'était pas l'amour spectaculaire des romans qu'elle lisait adolescente, mais cela ressemblait à quelque chose de solide, de doux, de maîtrisé. Elle trouva Julien installé dans la bibliothèque, concentré sur un dossier de documents éparpillés sur la table en bois massif. Il leva les yeux en la voyant entrer, et un sourire discret mais sincère naquit sur ses lèvres. Il ne dit rien, mais Camille sentit qu'il voulait lui parler. Elle s'approcha, posa sa main sur le dossier qu'il referma aussitôt. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle doucement. Julien hésita puis soupira. « Je comptais t'en parler. C'est lié à ton père. » Elle se figea légèrement. Elle n'avait pas entendu parler de son père depuis des semaines. Depuis le mariage, sa mémoire s'était faite lointaine, presque irréelle, comme si sa mort avait été noyée dans les événements récents. Julien poussa lentement le dossier vers elle. « Avant de mourir, ton père a rédigé un testament complémentaire. Il ne t'en a pas parlé. Il ne voulait pas t'inquiéter. » Camille fronça les sourcils. Elle ouvrit le dossier, parcourut les premières pages. Les termes étaient juridiques, précis, parfois obscurs. Mais une phrase attira aussitôt son attention. L'accord conclu entre Julien Moreau et moi vise à garantir la survie financière de la société Lefebvre Architectes.
Son sang se glaça. Elle releva les yeux, la voix coupante. « Tu as acheté mon mariage. » Julien ne répondit pas immédiatement. Il soutint son regard puis hocha lentement la tête. « C'était avant que je te connaisse, avant que je comprenne ce que cela signifiait vraiment. » Camille se leva, repoussa la chaise avec violence. Elle sentait la colère monter à une vitesse incontrôlable. « Tu m'as laissé croire que tout venait de toi, de tes choix, de ton passé. Mais la vérité, c'est que tu as négocié avec mon père comme s'il s'agissait d'un partenariat commercial. Ce n'était pas seulement une affaire, Camille. Ton père m'a demandé de te protéger. Il savait que l'entreprise allait s'effondrer. Il ne voulait pas que tu découvres ça après sa mort. Il m'a dit, faites en sorte qu'elle ait une vie stable, qu'elle n'ait jamais à tout reconstruire seule. Et tu as dit oui, parce que tu avais besoin d'une épouse, parce que je t'arrangeais. » Julien secoua la tête, se leva à son tour. « J'ai accepté parce que je pensais que c'était juste, parce que je croyais que c'était le seul moyen de te préserver. Mais j'ai compris que ce n'était pas à moi de décider ça pour toi. C'est pour ça que j'ai fait rompre le contrat il y a 3 mois. » Camille se figea. « Quoi ? J'ai tout annulé. Le contrat, les clauses, les engagements financiers. Tout. L'entreprise est maintenant entre tes mains. J'ai investi pour stabiliser la situation, mais sans contrepartie. Tu n'as plus aucune obligation envers moi. » Elle resta silencieuse, absorbant les mots un à un. Cette information, elle aurait dû la soulager, mais elle ne faisait qu'ajouter à la confusion. Il avait menti par omission. Il avait pris des décisions dans l'ombre. Même en annulant l'accord, il l'avait toujours placé dans une position de dépendance, sans lui laisser le choix. Elle se détourna, marcha vers la fenêtre, le regard perdu dans les collines brumeuses. Derrière elle, Julien ne bougeait pas. Il attendait, tendu, sans savoir s'il devait parler encore ou se taire. « Tu dis que tu as fait ça par amour, mais tu ne m'as jamais laissé choisir, pas une seule fois. Je sais. » Il parlait doucement maintenant, presque à voix basse. « Je n'ai pas su comment faire autrement. J'ai agi comme on m'a appris, en contrôlant, en anticipant, en prenant sur moi. Mais je t'ai vu changer, grandir, résister. Et je me suis dit que tu méritais d'avoir enfin le pouvoir, pas seulement sur ta carrière, sur ta vie. » Camille ferma les yeux un instant. Elle pensa à sa mère, à ses collègues, à tous ceux qui lui avaient dit qu'elle devait apprendre à faire des compromis. Elle pensa à Étienne, à cette fuite ratée, à cette passion incomplète. Elle pensa surtout à elle-même, à cette femme qui s'était tenue dans un miroir en robe de mariée sans reconnaître son propre reflet. Lorsqu'elle se retourna, son regard n'était plus furieux. Il était dur, clair, déterminé. « J'ai besoin de partir. » Julien hocha la tête comme s'il s'y attendait. « Paris ? Oui. Pour combien de temps ? Je ne sais pas. Je dois comprendre ce que je veux, pas ce que tu veux pour moi. » Il acquiesça. Il n'insista pas. Il n'osa pas poser la main sur son bras, ni la supplier. Il se contenta de la regarder partir. Ce soir-là, Camille fit ses valises sans précipitation. Elle ne fuyait plus. Elle partait. Elle choisissait. Et cette simple nuance changeait tout. Le retour à Paris fut brutal et libérateur à la fois. Dès sa sortie de la gare de Lyon, Camille ressentit la différence dans l'air, ce mélange de bruit, d'odeur et de mouvement qui appartenait à la ville et à sa mémoire. Elle n'avait pris qu'une seule valise, refusant de se charger de plus que le nécessaire. Le taxi qui la déposa devant son ancien appartement ralentit à peine dans la rue étroite. Tout était comme elle l'avait laissé, et pourtant, tout semblait différent. L'immeuble n'avait pas changé, mais son regard, lui, n'était plus le même. Elle monta lentement les escaliers, redécouvrit la légère odeur de bois et de pierre du couloir. En tournant la clé dans la serrure, elle fut submergée par un mélange d'appréhension et de nostalgie. L'appartement était propre, fermé, silencieux. Elle ouvrit les fenêtres pour aérer, puis se laissa tomber sur le vieux canapé gris du salon, les yeux fixés au plafond. Le rythme de la ville s'imposa à elle par les bruits de la rue, les klaxons, les pas sur les trottoirs mouillés. Elle n'était plus enfermée dans le silence feutré du château. Elle était de retour là où tout avait commencé. Les jours suivants, elle refit ses habitudes sans chercher à reproduire l'ancien quotidien. Elle marchait beaucoup. Elle allait à pied jusque dans les quartiers qu'elle avait aimés, observait les vitrines, les cafés, les terrasses pleines de conversations. Elle s'assit dans ses librairies préférées, retrouva ses repères dans les ruelles du Marais, sur les quais de la Seine, dans les jardins du Luxembourg. Mais ce n'était plus la même Camille. Celle qui observait Paris à présent
n'était plus la femme amoureuse et rêveuse qu'Étienne faisait rire sous les réverbères. C'était une femme qui avait connu le conflit, la perte, la transformation. Elle retourna au bureau de l'agence d'architecture. Les anciens collègues l'accueillirent avec étonnement, parfois avec une gêne dissimulée derrière des sourires polis. Elle ne leur expliqua rien. Elle demanda simplement à récupérer ses anciens projets, à se remettre au travail. Le rythme l'aida à clarifier ses pensées. Elle passait ses matinées à dessiner, ses après-midi à organiser des maquettes, à relire des dossiers inachevés. Elle retrouvait une maîtrise qu'elle croyait perdue. Son regard sur les structures avait changé. Elle ne voulait plus bâtir pour impressionner. Elle voulait bâtir pour habiter. Le soir, seule dans son appartement, elle relisait les lettres laissées par son père, les notes de Claire, les brouillons de projets que Julien lui avait montrés. Elle pensait à lui souvent, pas avec colère, pas avec nostalgie non plus, plutôt avec un mélange de tendresse et d'interrogation. Ce qu'ils avaient partagé n'était pas conventionnel, ni simple, ni juste, mais cela lui avait appris une chose essentielle. Elle pouvait aimer sans se perdre. Une nuit, alors que la pluie tambourinait doucement contre les vitres, elle relut la lettre d'adieu d'Étienne pour la dernière fois. Elle la plia soigneusement, la rangea dans une boîte, puis la plaça tout au fond de son placard. Elle n'effaçait pas son histoire avec lui, elle la classait. Elle l'acceptait comme une partie de sa vie qui ne définissait plus son avenir. Étienne avait été un point de départ, pas une destination. Le lendemain, elle sortit sans but précis, marcha jusqu'à la place des Vosges, puis s'arrêta dans un café. Tandis qu'elle buvait son thé, elle entendit deux femmes discuter à côté d'elle. L'une disait à l'autre qu'on ne construit rien de durable quand on commence par céder. Camille tourna doucement la tête. Ce mot résonnait trop bien. Céder. Elle ne voulait plus céder. Ni par confort, ni par peur, ni par devoir. Elle voulait choisir. Elle voulait décider de qui elle était, de ce qu'elle voulait et de ce qu'elle ne voulait plus. Le soir venu, elle écrivit une lettre à Julien. Ce ne fut ni une déclaration, ni une explication. Elle lui parla de ses journées à Paris, de la sensation de marcher dans les rues qu'elle aimait, de la lumière d'automne sur les toits, des livres qu'elle avait relus, des projets qu'elle redessinait avec un regard neuf. Elle lui parla de ce qu'elle avait compris sur elle-même, sur lui, sur eux, et à la fin elle écrivit « Je ne sais pas encore si ce que nous avons peut devenir un avenir. Mais je sais une chose, ce qui naîtra à partir de maintenant, si quelque chose doit naître, ne viendra pas d'un contrat, d'un devoir ou d'une peur, ce sera un choix, le mien. » Elle glissa la lettre dans une enveloppe, la posta le lendemain. Elle ne s'attendait pas à une réponse immédiate. Elle ne s'attendait peut-être à rien. Elle avait besoin de formuler ce qu'elle ressentait, pour elle, pour mettre fin à l'ambiguïté. Ce n'était pas une fermeture. C'était une pause lucide, un espace laissé à la réflexion. Les jours suivants furent calmes. Elle continua de travailler, de marcher, de vivre, mais une sensation nouvelle s'installait en elle. La certitude qu'elle était enfin en train de construire quelque chose qui lui appartenait. Sa solitude n'était plus une absence, c'était une décision. Elle n'attendait plus qu'on lui dise ce qu'elle devait faire, ce qu'elle devait ressentir, où elle devait aller. Elle n'attendait plus l'approbation de sa mère, ni le retour d'Étienne, ni l'invitation silencieuse de Julien. Elle avançait, et lorsqu'elle se regardait dans le miroir, chaque matin, elle ne voyait plus une épouse malheureuse, ni une femme en fuite. Elle voyait Camille Lefebvre, entière, souveraine, en marche vers ce qu'elle avait choisi d'être. 2 mois s'étaient écoulés depuis le départ de Camille. L'automne avait quitté Paris en silence, laissant place à un hiver discret mais ferme. Les feuilles mortes avaient cessé de tapisser les rues, et les branches nues des arbres semblaient observer les passants d'un regard immobile. Camille, pourtant, ne ressentait plus ce froid comme une menace. Elle s'était acclimatée à sa nouvelle solitude, à sa routine reconstruite, à cette liberté réapprise jour après jour. Son retour dans la capitale n'avait pas été une fuite, mais une recherche. Et maintenant, elle en voyait le bout. Elle était debout à la fenêtre de son salon, une tasse de café entre les mains, lorsqu'elle sut. Il n'y eut pas de signe extérieur, pas de voix intérieure ou de révélation soudaine, juste un calme limpide. Elle savait qu'elle était prête. Pas à revenir à Julien comme une dette à solder, ni à réactiver une vie suspendue, mais à poser un choix, le sien. Elle ne lui avait pas écrit depuis cette lettre. Il n'avait pas répondu. Ce silence n'était pas douloureux. Il était juste nécessaire.
Chacun avait eu le temps de comprendre, de respirer, d'exister hors du regard de l'autre. Elle prit un train tôt le lendemain, sans prévenir. Elle emporta peu de choses, uniquement l'essentiel, comme elle l'avait fait à l'aller. Le trajet jusqu'en Bourgogne fut calme, ponctué de paysages connus mais accueillants. Le château apparaissait toujours aussi imposant à l'horizon, mais cette fois, Camille n'eut pas peur de son ombre. Elle ne se sentait plus piégée entre ses murs. Elle y revenait avec des fondations intérieures que personne ne pourrait lui retirer. En descendant du taxi, elle remercia le chauffeur, respira longuement, puis poussa le portail. Le gravier crissa sous ses pas. Aucun domestique ne vint à sa rencontre. Pas de gouvernante tendue, pas de valet en attente de directive. Elle monta les marches, frappa à la porte. Le silence. Elle attendit. Puis, doucement, elle ouvrit. L'intérieur du château n'avait pas changé. Les mêmes tapis épais, les mêmes boiseries, les mêmes meubles disposés avec une rigueur presque excessive. Mais quelque chose dans l'atmosphère était différent. Plus léger, moins oppressant. Elle avança, guidée par ses souvenirs, jusqu'à la bibliothèque. Vide. Elle continua vers le jardin, traversa l'aile nouvellement rénovée. L'atelier était terminé. Les vitres brillaient au soleil. Elle ouvrit la porte, sentit l'odeur du bois neuf et du papier. Sur la table centrale, des plans d'architecture, des esquisses, des maquettes, ses propres projets, soigneusement rangés. Julien n'y avait pas touché. Elle ressortit. Ce fut en contournant la serre qu'elle l'aperçut. Il était là, assis sur un banc de pierre, le regard tourné vers l'horizon. Un livre fermé reposait sur ses genoux. Lorsqu'il la vit, il ne se leva pas immédiatement. Il la regarda avec une intensité qu'elle reconnut aussitôt. Pas de surprise, pas de tension, juste une attente suspendue. Elle marcha jusqu'à lui, s'arrêta à 1 mètre de distance. Ils ne se dirent rien pendant un long moment. Le silence entre eux était devenu un langage. Puis, d'une voix posée, elle dit « Je suis prête à commencer quelque chose. Pas à reprendre, pas à corriger, pas à réparer, à commencer. » Julien se leva alors, lentement. Il la regarda droit dans les yeux, sans bouger. « Et tu veux commencer avec moi ?» Elle acquiesça, pas par timidité, ni par réserve, mais parce que tout dans son corps, dans son esprit, dans sa volonté, répondait oui. Elle s'avança, entra dans le jardin qu'il avait construit pour elle. Chaque détail y était pensé. Les pierres, les plantes, les angles de lumière. Il avait fait cela non pas pour l'impressionner, mais pour qu'elle s'y sente chez elle. Elle s'assit sur le muret central, posa ses mains sur ses genoux, observa autour d'elle. Cet endroit, ce n'est plus une cage. Julien s'approcha, s'assit à ses côtés. Je voulais qu'il soit un refuge. Camille sourit, sans détourner les yeux de la végétation encore verte malgré la saison. Alors c'est à nous de décider ce qu'on en fait. Ils restèrent ainsi, côte à côte, en silence. Il ne tenta pas de l'embrasser. Elle ne chercha pas à le toucher. Il n'y avait pas besoin. Le lien entre eux n'était plus dans le geste ou dans la parole. Il était dans le choix qu'ils faisaient, ensemble, de recommencer. Pas sur les ruines, mais sur la terre solide qu'ils avaient enfin eu le courage de défricher. Ce n'était pas une fin, ce n'était pas une apothéose, c'était un commencement. Le château, ce jour-là, ne leur semblait plus ni vaste ni froid. Il était devenu un lieu possible, pas parfait, mais habitable, comme eux,